Donc SOS, Help, comment répondre à l'exigence de la création massive de contenu. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à cet atelier. Merci. Donc c'est pour ça qu'on a une grande salle avec des super fauteuils, super confortables. Je vous défends de dormir, attention. Donc moi je vais juste animer cette belle table ronde, on dit une table ronde hein, en l'occurrence. Donc je vais vous laisser vous présenter en 2 minutes maximum, du coup. Donc je vais passer la parole à Laurence. Je t'en prie, Laurence, vas-y, présente-toi rapidement. Et puis, peut-être pour préciser, en fait, on aura le retour d'expérience de chacun d'entre vous, avec des visions évidemment différentes. Et on se laissera un temps d'échange avec vous ensuite, en espérant répondre à cette question qui est posée dans le titre de l'atelier, comment répondre à l'exigence de la création massive de contenu. Voilà, je t'en prie, Laurence. Bonjour à toutes et à tous, donc Laurence Certelet, je suis directrice marketing digital et animation commerciale à l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Donc ça fera bientôt une vingtaine d'années que je travaille à l'ART et on a lancé un projet novateur, la plateforme Explore Grand Est, et je vais vous faire un retour d'expérience sur le dispositif qu'on a mis en place et la production en masse de contenu. Merci. Bonjour, moi c'est Sandrine, je travaille à Aérotourisme en tant que coordinatrice digitale et je vais vous présenter du coup notre retour d'expérience sur la création massive de contenu lors de la sortie de notre dernier site internet. Bonjour à tous, Arnaud de l'agence Léon, je suis directeur de la stratégie créative chez Léon, je m'occupe notamment de production de contenu. Moi je vais vous parler un peu de nos méthodes et essayer de vous donner quelques tips pour réussir vos productions de contenu aussi. Ouais, merci. Donc Léon Travel, l'agence, du coup. Léon Travel and Parce que Tourisme, le nom voilà. entier, pardon. Ouais. Léon, c'est pas un collègue, voilà, c'est une agence. Bonne agence d'ailleurs. Donc Arnaud, c'est toi qui va démarrer, parce on est comme ça, on fait démarrer les hommes, avec une vision agence. Moi j'avais prévu juste, histoire de dire quand même que je ne fais pas rien du tout, une petite introduction du sujet. Excuse-moi, je t'ai fait un faux départ, Arnaud. En guise d'introduction, j'ai mis un graphique du coup qui montre l'évolution en fait de la consommation énergétique des data centers qui collectent, si vous voulez, les données des contenus sur Internet. Et on voit l'évolution ouais, globalement exponentielle. Donc ça veut dire que derrière, s'il y a plus de consommation électrique, c'est qu'il y a plus de données. Et s'il y a plus de données, c'est qu'il y a plus de contenu. Basique, hein, comme... voilà. Et un autre graphe qui est issu de Href, en fait, qui est un outil que connaissent les référenceurs en règle générale, c'est l'augmentation des volumes de contenu. Alors, c'est les contenus longs. C'est Nicolas Nguyen de SEMJ qui avait publié ça sur son LinkedIn. Et on voyait l'effet ChatGPT sur les contenus longs. Donc juste cette petite introduction pour dire qu'en fait, avec l'intelligence artificielle, ChatGPT en particulier, plus globalement la multiplication des plateformes, des réseaux sociaux, etc., ça ne va pas s'arranger en fait en termes de volume de production de contenu et d'émissions de gaz à effet de serre par la même occasion, à moins que du coup il y ait des solutions de stockage plus propres, ce qui est possible aussi, hein, ce qui existe. Mais globalement, il va y avoir de plus en plus de contenu et donc de plus en plus de concurrence. Et par contre, il y aura toujours les premières places. Le top 3 de Google restera un top 3 de Google. Et l'algorithme des réseaux sociaux fonctionnera toujours à peu près de la même manière. En tout cas, seuls les meilleurs résultats performeront. Sauf que là, l'environnement concurrentiel, il va être multiplié. Et ChatGPT augmente massivement les contenus longs éditoriaux. C'est ce que montre le graphique. Donc, dans cet enjeu de création, de production massive de contenu, il y a la production, mais il y a surtout la qualité, en fait. Parce que produire pour produire, si vous êtes en 12e page de Google, ça ne sert absolument à rien. Enfin, en tout cas, l'objectif, il est de performer aussi. Donc, on va coupler, si vous voulez, l'exigence de répondre à la production massive de contenu à l'exigence aussi de faire des bons contenus. Voilà. Et donc, Arnaud, je te laisse la parole. Du coup, donc vous allez passer, en fait, chacun d'entre vous va présenter en gros, pour vous, le retour d'expérience. Et pour Arnaud, c'est plutôt la vision agence qu'on a décidé de mettre en premier parce qu'elle chapeaute bien en fait, ce que vous allez pouvoir évoquer après.
Je te laisse la zapette et je me mets dans un coin et on t'écoute. C'est parti. Merci pour cette introduction. Alors oui, il y a quand même un côté retour d'expérience aussi avec quelques cas que je vais présenter. Mais avant de parler de comment on répond à cette exigence de ce besoin de créer massivement des contenus, il y a quelques prérequis avant de se lancer. Nous, on a des méthodes, alors d'autres ont d'autres méthodes, mais je vais vous parler un peu des nôtres. Il faut d'abord définir comment on va parler à nos publics. C'est ce que nous, on appelle la plateforme créative. Vous connaissez sûrement, pour la plupart d'entre vous, l'exercice de plateforme de marque qui permet de définir la personnalité de la marque, une sorte de positionnement du territoire de la marque. Et là, on va un peu plus loin, on rend ça opérationnel. Ça permet de définir un style graphique, une ligne éditoriale, de définir un style photographique, un style vidéo, même musical, et ça va orienter les briefs après pour produire des contenus. Le deuxième sujet, c'est ce que nous on appelle le design de l'offre, c'est de quoi on va parler à nos publics. On a défini comment on devait parler en tant que marque, il faut définir de quoi on va parler. Je vous en parle un petit peu après. Et le troisième prérequis, c'est où est-ce que je vais parler, sur quel canal. C'est ce qu'on appelle la stratégie des moyens. Plateforme créative, c'est la traduction créative et opérationnelle de la marque pour produire des contenus, mais comme disait Mathieu, qui soient intéressants, qui soient créatifs, qui soient singuliers, parce qu'on veut quand même se démarquer, c'est aussi le but du jeu. Et ça sert de guide aux créateurs de contenu, après aux rédacteurs, aux photographes, aux réalisateurs. Il y a un exemple de Porto Vecchio, là j'en ai d'autres récents, ça c'est Savoie-Mont-Blanc. On a celui des Méditerranées, qui est un camping pas très loin d'ici, dans le sud-est. Un autre exemple du Tarn, et à chaque fois, on a du coup des styles graphiques, des styles photographiques, des styles de vidéo qui en découlent, qui sont différents, qui sont propres à chaque territoire, et qui vont conditionner aussi des choix de photographes, des choix de réalisateurs différents et propres à chaque territoire, pour parler de manière singulière. Alors oui, créer des contenus de manière massive, mais toujours avec une personnalité, avec une originalité pour se démarquer. Le deuxième prérequis dont je parlais, c'est définir de quoi on parle. On a une méthode qui est celle du design de l'offre, où on définit avec les territoires, avec les marques, avec les destinations, sous forme d'ateliers, avec des pros, des sociopros, des gens des offices, les sujets, les expériences, les things to do dont on va parler, un peu ce que vous mettez dans votre catalogue, ce que vous allez mettre en avant. On définit après des collections de contenus et on va rédiger les fiches, on va écrire sur ces expériences, on va produire les photos, on va produire les vidéos associées et ça nous permet d'avoir une collection pérenne de qualité, d'expérience, de things to do et de pas à chaque fois se demander de quoi on va parler, de les traiter de manière uniforme, etc. Ça c'est ce que je disais un petit peu, l'idée c'est de promouvoir une offre alignée avec les choix marketing, nos cibles, avec notre marque, avec notre stratégie, si on a des critères de responsabilité. Avec certains clients, on est en train de revoir cette méthode de design de l'offre, les sélections d'expérience, pour intégrer tous ces critères de responsabilité, de durable, etc. Et le but du jeu, c'est d'avoir un brief clair pour les producteurs de contenu, les créateurs de contenu. La stratégie des moyens, j'en parle un mot rapidement, mais le but du jeu, c'est de ranger la chambre, entre guillemets. On a des canaux qu'il faut conserver, des canaux à ajouter, peut-être des canaux à supprimer, parce qu'on ne peut pas forcément être sur tous les fronts en même temps, produire massivement pour tous les canaux, donc il y a des choix à faire aussi. Je vais rentrer dans des sujets un peu plus, là c'était assez générique, des méthodes, je vais donner des sujets un peu plus opérationnels et des tips, on va dire, pour la production de contenu, mais quelques cas avant ça. Là c'était le cas de l'Alsace, pour qui on avait fait ce travail de design de l'offre avec les 100 meilleures expériences touristiques à vivre en Alsace. On avait fait ça en collaboration avec Les Others. Sous forme de plusieurs voyages de production avec des influenceurs, avec des photographes, avec des réalisateurs, pour essayer d'optimiser au maximum et pas faire des sessions de juste on n'a que des photos ou on n'a que des vidéos, d'essayer de maximiser. Arnaud, si je peux t'interrompre 2 secondes, sur les 100 expériences, jusqu'où ça va dans la planification
as parlé des différentes étapes, de la plateforme de marque jusqu'au challenge aussi des moyens de la structure, etc. pour finalement arriver à se dire, là, on va faire 100 expériences pour présenter l'Alsace. Jusqu'où tu vas dans ton travail ou par rapport à cette démarche-là, par rapport au planning éditorial du post sur les réseaux sociaux là où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence du coup par rapport à l'opérationnalité Alors, ça dépend des clients. Parfois, on s'arrête à la production et parfois, ça va jusqu'au bout et s'intégrer dans un planning éditorial à l'année. Et on sait que, je sais pas, au mois d'octobre, on va parler de tel sujet, l'expérience numéro 64, 68 et 72. D'accord, ok, voilà. c'était ça que je voulais. Okay. Et concrètement, pour l'Alsace, du coup, si on... Et concrètement, pour l'Alsace, on a fait la partie production, on n'a pas géré, nous, la partie après. D'accord, c'était géré. Diffusion. Okay. Voilà, ça a été géré en interne par l'Alsace. Quelques exemples pour illustrer. Un autre cas qui était celui du Tarn, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est on est en train de refaire cet exercice de sélection des expériences parce que le Tarn, c'est la signature que vous connaissez peut-être, c'est le Tarn vous veut du bien, donc on est sur des choses assez douces qui sont en phase avec les sujets RSE, des activités qui font du bien à l'esprit, au corps, des sujets durables. Donc on est en train d'injecter ça dans les expériences. Il y a des expériences qu'on fait évoluer, il y a des expériences nouvelles. Voilà. Il y aura une signature visuelle aussi, je trouve, du coup, sur le tarot. Ah, j'avais la zapette qui était coincée, pardon. Donc voilà, quelques exemples visuels. Et puis je vais passer, hop, si j'y arrive, si tout va bien. Je peux pas meubler avec mon petit geste de micro, je n'ai pas de fil derrière, mais je suis bloqué. Ah, ça y est. Autre sujet, parce qu'on n'a pas que des cas où on fait des bibliothèques de contenu pérennes. Sujet dans l'air du temps, hein, un de nos clients qui se pose la question de se lancer sur TikTok. Canal super gourmand, il faut faire 4-5 contenus, 4-5 diffusions par semaine. Ok, mais comment je fais ? Je ne peux pas me lancer tout de suite à faire énormément de contenu. La première réponse aussi à comment répondre à cette exigence, à ce besoin de contenu massif, c'est vous avez en magasin des choses qui sont chouettes, qu'on peut retravailler, on peut faire de l'upcycling, on peut les transformer. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec ce client Camping les Méditerranées. Et on peut faire des choses chouettes. Alors ça demande un peu de boulot, ça demande du motion design, ça demande un peu de temps, mais on peut transformer les contenus. Je suis ouais, je suis un peu bloqué techniquement, donc c'est bon. Et je vais passer à des sujets un peu plus concrets, essayer de vous donner quelques conseils. Alors des choses qui vont paraître un peu des lieux communs très faciles pour ceux qui en font au quotidien la production de contenu, et peut-être des choses un peu précises pour d'autres qui ne font pas de production de contenu. Le premier petit conseil, le piège à éviter, c'est de faire des one-shots. Ce que je vous conseillerais, moi, c'est de vraiment essayer quand vous pouvez, de mutualiser, plutôt que de faire plein de petites productions, de faire une production que pour TikTok, d'essayer de vraiment mutualiser, optimiser, de prévoir plusieurs sujets. Ça veut dire aussi, en termes juridiques, en négociation de droit, prévoir, ok, j'ai un sujet pour TikTok, mais je prévois que dans les droits, je peux l'utiliser pour d'autres supports. Voilà, il faut essayer de ne pas faire des one-shots au maximum. Deuxième sujet, ce que je vois parfois, c'est qu'on part avec des briefs incomplets. J'ai des besoins urgents de contenu. Ok, je sais à peu près les sujets dont je dois parler, je sais à peu près le budget, mais j'ai pas tout mis dans mon brief. Il me manque des infos de contraintes, il me manque des infos de livrables, il me manque des infos de périmètre de droit. Est-ce que j'ai besoin de 9/16e par exemple ? Est-ce que j'ai besoin d'un bout à bout et pas juste d'un montage voilà, il faut vraiment essayer de préciser au maximum en amont. Ce serait quoi les 3 éléments les plus importants dans un brief comme ça pour de la production multimédia, typiquement de la production, je sais pas, photo ou vidéo comme tu veux, tu dirais vraiment faut être vigilant vraiment sur ces points-là, quoi. Alors, 3 éléments hyper importants, je sais pas. Après, il y a des trucs, on y pense forcément, on donne le budget, on donne les sujets. Et il y a des choses, on oublie parfois, c'est la façon de faire, en fait, la façon de traiter. Alors, normalement, si on a fait notre travail en amont de comment ma marque parle, de quoi je parle, etc., c'est cadré, on a des briefs un peu précis. Mais on peut partir en se disant, ok, va faire des photos de... je dis n'importe quoi, du Mont-Saint-Michel. Ok, mais comment ? Enfin, c'est super, mais
Il peut manquer, mais je vais venir après sur des sujets qui peuvent manquer. On oublie parfois le stylisme. On n'en parle pas, le stylisme, on oublie, on fait confiance, on se dit ça va marcher, et puis oui, en fait, la manière dont tu es habillé, ça par fait la exemple, différence entre une bonne photo et une super photo parfois, où ça peut gâcher une photo. Donc voilà, il y a des sujets, c'est un peu dur d'en donner 3 ou 4, mais il y a un certain nombre de sujets à ne pas oublier. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, parce que bon, je passe un peu rapidement, mais on a une méthode à l'agence de production de contenu qui traite en 10 points vraiment de tous ces sujets, de brief, de droit, de juridique, de stylisme, etc., etc. Je ne vais pas les aborder ici, promis, les 10. Et ce qu'on fait pour nos clients, parfois on a une posture où on fait tout de A à Z vraiment, parce que les gens ne sont pas staffés, on en parlait tout à l'heure, et parfois, il y en a plein dans la salle, je suis sûr, vous faites ça au quotidien, vous savez très bien faire, et on a plus une posture de coaching, où on va vous apporter un peu d'expertise sur certains sujets précis, sur des contrats, sur du stylisme, sur du sourcing de talent, voilà. Donc on a plusieurs façons de faire, j'ai pas une méthode prédéfinie qui convient à tout le monde. Quatrième petit piège à éviter, c'est de sous-estimer le juridique. Il y a plein de sujets qu'on oublie. Le droit des enfants, pas bosser le dimanche. Il change en plus le droit en fonction de s'il y a des vacances scolaires ou s'il n'y a pas de vacances scolaires. Il y a un nombre maximum d'heures à travailler par jour. Enfin, il y a plein de petits sujets. Ce que je vous conseillerais, alors c'est un peu anecdotique comme conseil, mais c'est de faire systématiquement des contrats. Même si ce sont vos amis, votre famille, le cousin de votre meilleur ami, faites des contrats. Voilà, alors ça couvre pas tout, mais c'est vraiment un conseil qu'on peut je pense qu'il y a 3 quarts des donner. personnes dans la salle qui font les photos de leur structure avec leurs propres enfants, sans contrat. Donc voilà, vous avez un petit conseil du coup. On a eu le cas, ça remonte à il y a quelques années, peut-être même 10 ans maintenant, mais un réalisateur qui s'est séparé de sa femme a dit moi je veux plus que mes enfants soient sur les vidéos, et il n'y avait pas de contrat. Le réalisateur a dit c'est mes enfants, je fais pas de contrat, tu n'utilises plus les images. Voilà. Ouais, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est ce que disait mes profs de finance. Un 5e point, un piège à éviter, c'est sous-évaluer le budget. Alors je vous ai dit tout à l'heure, quand même, la première réponse, c'est peut-être pas de se lancer dans une production. On parle beaucoup de sobriété, peut-être qu'on peut faire des trucs bien avec ce qu'on a en magasin. Bon, moi je fais quand même de la production de contenu, donc je vais vous dire quand même de mettre un peu d'argent sur la production de contenu. Non, ce que je voulais dire là, c'est que souvent, on met 90% du budget sur les outils. On fait un super site, il est mobile first, on y a bossé 2 ans, on a une super arborescence. Et après, il reste 5%, 10% du budget pour les contenus. Et on a une super machine, on a une machine de guerre, mais on est un peu embêté, on n'a pas les contenus qu'il faut pour mettre dedans. Voilà, ça c'était... Et sans bon contenu, on est nu. Voilà. Le 6e point, qui est un peu opérationnel sur les prods photos, les prods vidéo, c'est le risque d'avoir des programmes trop chargés. On fait appel à des super talents, à des influenceurs, à des photographes, à des réalisateurs. On a envie de les user jusqu'à la moelle. Ils sont là 3 jours, il faut vraiment qu'on en tire le maximum. Là, c'est un exemple de macro feuille de route. Tout est bien rempli, tout est coloré. Oui, mais le risque, c'est que ça soit la course tout le temps, que les figurants soient crevés. Il y a des enfants, ils tirent la langue. On n'arrive pas à faire les contenus. La qualité s'en ressent. Donc, moi, je vous conseille vraiment, quand c'est possible, de laisser des plages libres. Ça permet d'avoir des plans B. Ça permet de faire souffler, ça permet que les gens s'entendent bien, que ça se passe bien. Il y a du plaisir aussi à faire le job. Ouais, il faut pas trop charger. Essayez de garder des plages libres. Et le 7e point qui est lié, c'est d'essayer d'anticiper le pire, entre guillemets. C'est qu'est-ce qu'on fait, se poser des questions, avoir des plans B. Qu'est-ce qu'on fait s'il pleut? Qu'est-ce qu'on fait si j'ai une rando ici qui est prévue, il fait 45 degrés? Est-ce que j'ai des plans B à l'intérieur? J'ai pas toutes les réponses et j'en fais au quotidien, j'en fais depuis plus de 10 ans la production de contenu et j'ai encore des galères, on n'a pas toutes les réponses forcément, mais il faut essayer d'anticiper au maximum pour avoir des plans B et savoir ce qu'on fait. Le 8e point, si j'y arrive, hop. Le 8e point, le 8e conseil, parce qu'on parle de production massive, donc on va voir des top 100, on parlait tout à l'heure de 2000 et quelques expériences pour Export Grand Est, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Ça fait beaucoup de monde à prévenir, ça fait, si vous organisez après des tournages, des shootings photos, top 100, il y a peut-être 300 personnes à contacter, il y a les hôteliers, il y a les restaurateurs, on va aller voir les prestataires de services.
mais il faut les appeler, il faut leur expliquer le projet, que c'est pour servir le territoire, etc. Ils seront beaucoup plus sympas, ils seront beaucoup plus accueillants, ils donneront beaucoup plus de leur personne. Moi, mes plus grands moments de solitude en organisation de prod de contenu, c'est quand j'ai un restaurateur, au dernier moment on a annulé, on a fait un changement où le photographe a changé d'itinéraire et je suis pas avec lui et je suis à l'autre bout de la France et il m'appelle et il me dit je suis désolé, là on vient d'arriver à un endroit et je vais te passer le restaurateur. Je dis, ah ok. Et le restaurateur me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une équipe de photographes avec des caméras chez moi. Et là vous perdez une demi-heure de votre temps, vous avez quelqu'un de très énervé. Vous perdez peut-être 2 heures du temps des gens qui sont sur place, alors que vous avez gagné au départ 5 minutes pour prévenir les gens. Donc, vraiment, il faut s'astreindre. On fait des feuilles de route détaillées. On appelle toutes les personnes pour les prévenir qu'il y a une équipe qui va arriver. Et ça permet d'être beaucoup mieux accueilli et d'éviter ces petits moments de solitude. Le 9e point, j'enfonce un peu une porte ouverte aussi, mais il faut le dire, on n'est pas tous des figurants extraordinaires, c'est un peu injuste, mais il y a des gens qui prennent mieux la lumière que d'autres, et ça peut marcher si on fait des petites prods de contenu, avec le copain, avec le cousin, avec la famille, mais quand vous vous lancez dans des prods un peu massives, alors ça ne veut pas dire prendre des mannequins, d'agences de mannequins, hein. Nous on adore travailler avec des vrais gens, on veut du spontané, de l'authentique, mais ça veut dire prendre des gens qui soient à l'aise. Et à l'aise, ça ne veut pas dire juste à l'aise pour la photo, ça peut être à l'aise. Là, la première photo, c'est un vrai couple. Donc on a des vrais moments de complicité, c'est plus facile à obtenir, ça fait gagner du temps à tout le monde. Bon, là, c'est juste une photo, mais dans les vidéos, ça se sent aussi. La photo du milieu, c'est quelqu'un qui fait vraiment du fat bike sur la neige. Et moi, si vous m'en faites faire, alors là, c'est une photo, je pense que je peux le faire, mais sur les vidéos, ça ne rendra pas la même façon, quoi. Je vais glisser, ça va se voir, ça va pas fonctionner. La petite fille, la 3e, elle n'est pas championne d'acrobranche régionale ou mondiale, mais sa maman fait des contenus, elle est hyper à l'aise en photo, elle est tout le temps, tous les jours, tout le temps prise en photo, et donc elle est à l'aise. Voilà. Le 10e petit point, c'est oublier le stylisme, on a commencé à en parler, mais le stylisme, c'est hyper important. Et moi, ce que je peux vous conseiller, au-delà de dire il ne faut pas oublier, c'est vraiment de faire des mood boards, parce qu'on n'entend pas tous les mêmes choses par tenue sobre. Là, c'est 2 fois le même endroit, c'est le même client. Bon, il y a des contenus qui datent un peu plus que d'autres, hein, très honnêtement. Mais là, tout ce qu'on retient à gauche, c'est les couleurs criardes. Alors, sans porter du jugement de valeur sur les tenues, mais ça clignote un peu. Voilà, à droite, on est sur des choses plus sobres et on va pouvoir mettre en avant plutôt le lieu, l'hébergement que les tenues. Je me suis amusé juste pour l'exercice là à demander à ChatGPT ce que c'était pour lui une tenue sobre. Je ne vais pas vous le dire, hein, sinon je vais vraiment déborder, Mathieu. Mais en gros, on a 12-15 lignes pour finir par... en gros, ça dépend du contexte. Une tenue sobre, ça dépend du niveau de formalité de l'occasion, ça dépend de la culture. Ouais. Et si je demande à quelqu'un, là, enfin à toutes les personnes, on n'aura pas 2 réponses pareilles sur tenue sobre. Donc faites des moodboards, vous mettez des photos. Voilà, je veux une tenue habillée, je veux une tenue sobre, je veux une tenue sportive. Ok, je veux une tenue jeune. On n'entend pas du tout tous la même chose. Donc, ça revient sur la qualité du brief, ce que tu évoquais aussi tout à l'heure. Voilà, alors ça peut passer, hein, tenue sobre, peut-être que vous allez viser juste, ou tenue jeune, décontractée, peut-être que vous allez tomber juste. Mais si vous avez fait des moodboards avec des photos qui correspondent à ce que vous voulez, vous avez quand même beaucoup plus de chances de tomber juste. Le 11e point qui est hyper important, c'est le piège à éviter, c'est l'erreur de casting, parce que en toute humilité, je veux finir par ça sur les 2 derniers points, mais on a beau avoir des méthodes, des outils, des documents, des façons de travailler, on est rigoureux, etc. Ce qui fait quand même la qualité des contenus, ça reste les talents qui ont fait appel. Et donc il faut prendre les gens pour là où ils sont bons. Même si on adore un créateur de contenu, peut-être qu'il n'est pas adapté. Moi, j'adore le ski, par exemple. J'adore des mecs qui font des trucs assez incroyables en ski, mais ils ne vont pas être adaptés pour mes productions avec des familles, voilà, sur certains sujets. Il faut prendre les gens qui sont bons, pour leur qualité, on va dire. Et le 12e point, c'est vraiment vous inviter à vous démarquer. On parle de création massive. La tentative, c'est un peu faire comme les copains, c'est un peu céder à la facilité. Là, je vous ai mis, c'est Insta Repeat, hein, c'est un compte Instagram qui s'amuse, vous connaissez sûrement, qui s'amuse à répertorier comme ça les trucs un peu faciles, communs d'influenceurs, ou que nous, on fait aussi au quotidien. Vraiment, il faut continuer à se démarquer. On produit tous des contenus, on en produit de plus en plus. Il faut que vous vous démarquiez, même si vous devez en faire beaucoup.
Voilà. Et là j'avais une petite vidéo qui illustrait pour montrer un peu le making-of. Là c'était pour notre client Savoie-Mont-Blanc, où on a fait venir un réalisateur mais qui est aussi snowboarder. Donc il est hyper à l'aise pour suivre ces personnes-là. Et voilà, je vais céder la place. Merci Arnaud pour ces bons conseils. Du coup, ce que je vous propose, merci beaucoup, vous pouvez applaudir. Si vous avez des questions pour Arnaud, en fait, essayez de les noter. Parce que alors, généralement, j'aime bien prendre les questions comme ça en temps réel, mais dans l'amphi, il faut qu'on se balade avec le micro, etc. Donc si vous voulez, on prend les questions à la fin. Et je vais passer la parole donc à Sandrine, tu peux... Ouais. Je pense que le mieux, c'est que tu ne te mettes pas trop loin du récepteur de la zapette, parce que visiblement, elle est un petit peu capricieuse aujourd'hui. En fin de journée, elle fatigue aussi. Donc Sandrine, je te laisse la parole. Allez. Pour Aérotourisme, du coup. C'est pas facile de passer après. Hein. Je vais essayer de... Donc moi, je vais vous présenter du coup l'organisation qu'on a mis en place pour pallier à une grande production de contenu quand on a changé de site internet. On était sur un site très descriptif avec des médias, de paysages sans personne dessus, surtout pas un sourire de face. Tout le monde était de dos quand on avait le bonheur d'avoir des gens sur nos photos. Donc voilà, il fallait tout rechanger, tout faire. Donc on a mis en place... C'est quelle année le premier screen du avant-après du coup C'était avant 2019. Enfin, avant... Non, 2021. Donc, Jusqu'en 2021. Ah oui, d'accord. Il était temps de faire quelque chose. Voilà. Donc en fait, nous ce qu'on a préconisé dans l'entreprise, c'était de mobiliser tout le monde sur ce projet. Donc c'était voulu un projet d'entreprise transversal avec tout le monde, d'en faire vraiment un mode projet dans la boîte et que tout le monde puisse s'investir sur ce nouveau site internet. Donc voilà la fine équipe. On était à l'époque un peu moins de 50. Donc l'idée, c'était que tout le monde trouve sa place dedans. Donc dans un contexte un peu compliqué, voilà, c'est une boîte avec peu de turnover, pas mal de conflits en interne. Donc l'idée, c'était de ramener un peu de cohésion et de transversalité. Donc on a fait individuellement, fait le tour de tout le monde via des fiches d'identité sur Google Forms, des entretiens individuels, pour que chacun puisse trouver sa place dans cette organisation en fonction de ses centres d'intérêt. Donc ce n'est pas forcément en fonction de son métier de base, en fonction de ses missions. Au contraire, ce projet, c'était offrir une bulle d'air dans le quotidien et que chacun puisse y trouver son compte et se faire plaisir, en fait. Donc la première étape était de définir une stratégie éditoriale qu'on n'avait pas forcément avant. La première base, c'était notre schéma départemental. Donc là, pas de mystère, c'est la base de la stratégie. C'est comme le département qui paye. Hein, donc. Voilà, on n'a pas le choix. Ensuite, on a tous ensemble participé à l'ADN de notre destination. Donc, qui on est, comment on se définit et qu'est-ce qu'on a envie de montrer, de communiquer. Et à partir de là, donc, une stratégie marketing très claire et très posée. Est-ce qu'on peut parler de l'équivalent sur la plateforme de marque à ce niveau-là, sauf si sans aller forcément sur les éléments trop identitaires, graphiques, mais pour tout le reste, globalement, c'est ce que, par rapport à ce qu'a dit Arnaud, toi, c'est ta dimension aussi stratégique, type plateforme de marque qu'on va retrouver au niveau de l'ADN de destination. Ça correspond à peu près à ça ? Ouais, c'est chez nous, les grandes thématiques et aussi l'image de notoriété. Ensuite, on a fait un gros travail sur les personas. Je reviendrai un petit peu par la suite dessus. C'était vraiment le grand changement chez nous. C'était vraiment une stratégie centrée client. Donc, pour nous, une grosse étude sur ces personas pour bien les connaître, bien connaître leurs attentes, leurs besoins et leurs envies. Et toutes les personnes qu'on a vues avant, sur la photo d'avant, ont été impliquées dans cette démarche ? Ouais. Sur l'ADN de destination, tout le monde, c'était toute l'entreprise. Et ensuite, vous allez voir, en fait, on a mis en place l'organisation avec différents groupes et chacun a trouvé sa place dans le groupe. Donc ça peut aller de la veille sur une thématique qui les intéresse ou parce qu'ils sont passionnés de vélo, de rando et donc ils vont aider à produire sur les contenus. De la rédaction, des gens qui ne rédigeaient pas, qui se mettent à rédiger ou juste prendre des photos
ou faire figurant sur des photos. Voilà, mais tout le monde s'est impliqué dans le projet. Et pour finir sur la stratégie, du coup, c'est le comité éditorial donc, qui est en place chez nous, où là, on décide vraiment, on cale la stratégie, la ligne éditoriale, la charte éditoriale, tout très bien défini pour que les rédacteurs puissent s'appuyer dessus, et les calendriers éditoriaux. Donc, une fois que la stratégie éditoriale est posée, on passe à la production de contenu. Alors, les étapes. Donc, on a en premier les groupes personas qui sont toujours à la base de tous nos comités éditoriaux avant les personas se réunissent. Donc, on a 3 grands personas, les familles, les jeunes et les juniors quinquados. Et en fait, chacun va travailler sur les 2 saisons qui arrivent et se poser la question qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire, qu'est-ce qui les intéresse et de quoi ils ont envie. Et à partir de là, ils nous font des propositions de contenu qui passent en comité éditorial. Et le comité éditorial, donc on fait dans un checker, on mixe nos personas, nos thématiques et on valide le calendrier éditorial sur les 2 saisons à venir. Une fois qu'on a le calendrier éditorial, donc les comités et les rédacteurs se mettent en ordre de marche. Donc là, on se répartit le travail entre rédacteurs. Et comme on est dans la transversalité et qu'on ne veut surtout pas laisser quelqu'un tout seul, l'idée, c'est qu'on fait des petits comités de production en fonction des sujets. Il y a les personnes qui sont intéressées sur le sujet, viennent aider le rédacteur. Et donc, on partage nos connaissances pour que la page puisse être enrichie. Et en parallèle, donc, on a notre groupe média qui, là, est vraiment axé sur tout ce qui est photos, vidéos, justement pour enrichir ces pages, pour aider le rédacteur à trouver les bons contenus, parce qu'on en a quand même pas mal. Et s'il y a des productions à faire, d'aller les faire. Juste au niveau de l'organisation, pour que ce soit peut-être clair pour tout le monde, les groupes persona, tu as pratiquement toute ton organisation qui contribue et qui est répartie dans les différents profils, types de clientèle, si j'ai bien compris. Alors, pas toute l'organisation. Non, certains, en fait, alors, ce qui est important de préciser, c'est que c'est sur la base du volontariat. Okay. Tout ce projet-là, c'était un projet d'entreprise, un projet de transversalité, mais c'était du volontariat. C'est-à-dire qu'on n'a obligé personne à s'investir dans le projet. On voulait que ce soit un projet d'entreprise, mais on n'en force personne. Et si demain, il y en a un qui travaille sur les jeunes, il dit « j'ai plus le temps, j'ai plus envie, je me sens plus jeune maintenant, j'ai envie de basculer dans le groupe famille ». Okay. Donc voilà, non, c'est vraiment sur la base du volontariat. Donc les groupes personas, on doit être à une dizaine de personnes sur chacun de nos personas. Ah oui, quand même. Ouais. Okay. Et non, après, en fait, ils sont un peu répartis dans l'ensemble des groupes. Ok. Et qui compose le comité éditorial et le comité de rédaction? Alors, comité de rédaction, c'est les rédacteurs. Ok, logique. Et le comité éditorial, on a une personne de chaque service à peu près, et les animateurs persona. D'accord. Voilà. C'est vraiment le comité stratégique du site et qui tranche, qui fait les choix et qui dit à l'automne on va parler de ça, la priorité ce sera ça et ça va de okay. On fixe les grands axes de communication. Alors les points clés de l'organisation. Donc je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris, parce que les personas pour nous c'est vraiment la base de tous nos contenus. Effectivement, garantie d'être centré client, le persona, c'est quand il est vraiment bien utilisé, effectivement, ça évite de taper à côté en principe. Ensuite, donc les rédacteurs. Dans les rédacteurs, on a fait, il y avait beaucoup de contenu à produire. À l'époque de notre ancien site, on avait un web rédacteur. Mais c'était pas possible de continuer comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, en fonction des centres d'intérêt des collaborateurs, en fonction de leur envie, ceux qui avaient envie de rédiger. Donc qu'ils soient chargés de développement ou comptables ou peu importe leur métier, s'ils avaient envie de rédiger, donc on les a accompagnés, on les a formés pour qu'ils puissent nous aider dans la rédaction. Donc on en a une quinzaine pour le lancement du site. Aujourd'hui, il y en a une dizaine qui rédigent. Ce n'est pas leur métier de base, c'est occasionnel en fonction des sujets qu'on choisit et en fonction de leur centre d'intérêt. Je vais me rapprocher. Combien il y a de rédacteurs au total, du coup ? Là, on en a une dizaine. Ah oui, il y en avait un, maintenant il y en a 10, c'est ça ? Okay. Ouais, à un, en fait, l'idée, c'était que ce soit vraiment... nos contenus sont basés sur la recommandation. Et
qui d'autre peut mieux recommander que quelqu'un qui vit sur le territoire et qui est passionné par le sujet, qui connaît le sujet. Un rédacteur ne peut pas maîtriser tous les sujets dont on parle, il ne peut pas en parler avec autant de conviction et être vraiment dans le conseil. Nous, vraiment, notre objectif, c'était d'être dans le conseil, la recommandation et au plus proche du persona. Donc, d'où la mobilisation en interne. Pour nous, c'était plus important d'avoir la connaissance, l'intérêt pour un sujet que la technique de la rédaction en tant que telle. Et oui, bien sûr. Okay. Donc, voilà, donc le rôle de chacun bien défini, avec un cadrage marketing comme on l'a vu, transversalité, et donc pour nous garantir une grande qualité des contenus. Aussi, il y a eu un grand temps on a pris le temps de se former, on a pris le temps d'accompagner et de rassurer dans ces changements, qui n'étaient pas forcément évidents. Et on a eu la chance de pouvoir se donner ce temps-là. Et alors, pour pallier à la grande production de contenu, on a développé, une fois qu'on s'est mis en place en interne, on a sollicité la coproduction avec nos partenaires, que ce soit les offices de tourisme ou les professionnels. Donc là, on le lance et on va le développer davantage. C'est de travailler tous ensemble. Les offices de tourisme sont les mieux placés et connaissent le mieux leur territoire. Donc, c'est de produire ensemble pour encore augmenter cette production de contenu et qu'elle soit aussi de plus en plus riche. Donc là, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on avait fait à Noël. C'était Noël au balcon avec production de contenu et derrière, on a communiqué à fond dessus, sur les réseaux, sur les news. On a fait pas mal de campagnes. Hop. Tu as mis les résultats après. Ouais. Et donc là, par rapport à cette thématique, donc on a décidé un comité éditorial. On a du coup par la suite créé une petite vidéo de 30 secondes. On a fait 10 mini-films, création d'un espace dédié sur le site avec la production d'une quinzaine de contenus et les reportages photos exploités, soit qu'on a fait en interne, soit avec nos partenaires. Donc en fait, au final, on a eu un peu plus de 26 000 clics sur cette campagne. Clairement, c'est une production qu'on a pu faire grâce à l'organisation qu'on a mis en place. C'est le fait qu'on soit à plusieurs niveaux à intervenir, à pouvoir produire tous ces médias. Nous, on fait tout en interne, que ce soit les reportages ou on travaille avec des photographes, mais l'organisation, elle est faite en interne. Les vidéos, on a un collègue qui est formé sur le drone. Donc il y a beaucoup de boulot derrière. Internaliser grosse partie de la production de contenu. Ouais. Et après, l'importance aussi de la coproduction avec nos partenaires, qui est très importante aussi pour les uns et pour les autres, qui permettent d'augmenter les contenus dont on a besoin. Bon, en même temps, la taille de la structure fait aussi que vous pouvez internaliser plus facilement qu'une structure où il y aurait 5 personnes. Oui, vous étiez quand même plus nombreux. Ouais. Et puis, comme tu disais, il a fallu apprendre. C'était pas évident. Moi, j'avais mis mon plus beau jean pour la première séance photo, mais c'était pas bon du tout. Donc voilà. Et donc, les outils clés dans la démarche. Donc, je vous l'ai dit, la formation, l'accompagnement, prendre le temps de rassurer les équipes, parce que c'était un gros changement aussi, et se donner le droit de se tromper. Ça, c'était important pour nous, de se donner le droit à l'erreur et d'essayer. Après, les outils qu'on avait mis en place, donc pour nous, c'est la base, et c'est une base qu'il ne faut pas négliger, puisque c'est après des outils qu'il faut ne pas oublier, qu'il faut ressortir souvent et se baser dessus. Donc l'ADN de destination, la stratégie, le guide du rédacteur, tout ce qui est autour du droit. On a fait des formations aussi avec un avocat, on a été accompagnés, droit à l'image, droit photo, on n'était pas bon du tout avant. Très compliqué, donc on a eu cet accompagnement. Donc accompagnement par des professionnels, que ce soit sur l'audit avec des réseaux, les conseils, les formations, notre agence web qui était aussi super sur ce projet. On a fait des séminaires de coproduction, travailler en mode agile. Pour nous, c'était tout nouveau et un peu déstabilisant en interne au début. Donc pour ça, l'IT, ça a été vraiment, vraiment top. Et Cybercité, qui nous a accompagnés pour tout ce qui est SEO, SEA, plan de marquage. Et et donc des outils collaboratifs aussi pour travailler ensemble dans la transversalité. Au début, on avait mis en place des ateliers de coworking, c'était une super idée, et puis boum, le confinement. Covid. Donc là, il y a la cata. Ouais.
Donc, merci Teams. Donc, en fait, on a fait tout simplement des groupes Teams et qui marchent très bien, qui permettent vraiment de bosser ensemble sans nous prendre beaucoup de temps fixe. Et puis une analyse statistique du coup en continu et transversale, que ce soit les outils qu'on utilise, Google Analytics, Matomo et Data Garden pour l'instant. Super. Donc juste pour finir, un petit bilan. Donc en 2022, donc on a publié donc 50 nouvelles pages éditoriales produites ou coproduites avec nos partenaires, en plus des mises à jour. On est en train de sortir un widget, une marque blanche pour tout ce qui est itinéraire, parce que chez nous, l'itinérance, c'est une grande partie de notre contenu. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir proposer à nos partenaires une marque blanche. On a produit une quinzaine de vidéos, donc coproduites avec les partenaires, et 15 vidéos produites uniquement en interne. Et au niveau des photos, donc 1200 photos coproduites avec les partenaires ou en interne, et 355 photos en interne. Et alors, pour les stats du site, rapidement, donc en 2022, on a augmenté, on est arrivé à plus de 2 millions sur les visites. On a augmenté beaucoup, mais c'était année Covid par rapport à 2020, 87%, mais sinon 60% par rapport à 2019. Ouais, c'est quand même pas mal. Après, c'est qu'on augmente le temps de visite, le taux de rebond diminue. Voilà, tous les stats aussi qualitatifs, voilà, on s'appuie aussi beaucoup dessus, sont en progression. Et aussi sur le SEO. Ouais, il y a beaucoup de pages qui remontent, enfin je l'ai testé à plusieurs reprises, beaucoup de pages qui remontent en position 0 en fait, puisque je pense que l'interprétation de Google de vos pages éditoriales fait que du coup il se dit, bon, la réponse à cette question-là, la meilleure réponse sur le web, c'est la vôtre. Donc là, c'est un exemple là sur les plus beaux sites de l'Hérault, mais ça marche aussi sur les meilleurs randos dans le Haut-Languedoc, puisque je l'ai essayé sur un autre atelier, j'en ai parlé. Donc il y a quand même un gros boulot qui est fait, et en fait ça paye quand même du coup, en termes de... Sans que tu disais, il y ait un effort, enfin, t'as pas de stratégie purement arrêtée sur le SEO, ce que tu me disais en aparté tout à l'heure, et pourtant les résultats sont déjà là. Donc c'est-à-dire que juste en faisant un travail exigeant en fait en termes de réponse client, et avec des bonnes pratiques d'écriture web hein, évidemment, mais sans avoir réfléchi trop au SEO, les résultats sont quand même là. Donc ça c'est vachement intéressant, parce que ça veut dire que quand même ça reste la base quand même, c'est d'être centré client et d'aller au bout d'un contenu entre guillemets exigeant, c'est-à-dire qu'il va vraiment traiter le sujet de bout en bout, quoi. Ouais, quand on a travaillé sur la refonte avec Cybercité, justement, c'était un peu l'inquiétude, comme on avait beaucoup de rédacteurs et novices. Oh là là, le référencement, ça faisait peur. Du coup, on a été clair, c'est le bon sens. Voilà, si on s'adresse à notre bon persona et qu'on lui dit des choses intéressantes, on cible quand même des mots-clés qui nous semblent pertinents, voilà, sans forcément rentrer dans la technique, ça peut faire l'affaire. Après, on a été accompagné aussi avec Cybercité qui a fait un gros travail derrière. D'optimisation. Voilà, et bilan, du coup, je trouvais cette image assez parlante. Ce projet il a permis d'avoir plus de cohésion dans l'entreprise, de travailler tous ensemble et du coup, au final, d'avoir un beau résultat. On n'a pas fini, on a encore plein d'améliorations à apporter, d'optimisation, mais voilà, je pense que c'est un projet qui a permis même de réorganiser l'ADT dans sa globalité. On est en train de le faire. Donc c'est plutôt positif et ça nous permet de produire beaucoup plus que ce qu'on aurait pu faire avant. Merci beaucoup Sandrine. Merci. C'est vraiment un projet d'entreprise est basé sur l'humain et le changement d'organisation en fait dans ce que tu nous as présenté. Enfin, ce qui ressort, moi, ce que je retiens vraiment en fait. Bon, vous aurez peut-être des questions après. Sans plus tarder, Laurence qui va nous présenter la méthode. Explore Grand Est. Voilà, la méthode Explore Grand Est. Donc, Explore, je ne sais pas si vous connaissez, on a des collègues là, du territoire qui sont là et qui maîtrisent bien le sujet. En fait, c'est une plateforme d'accélération à la commercialisation des offres touristiques, culturelles, sportives et œnotouristiques de la région Grand Est. Donc, en fait, c'est un site qui reprend tous les codes du e-commerce. On fait des fiches produits, on mène des campagnes commerciales, on a des indicateurs business pour évaluer nos actions, mais on ne vend pas directement sur Explore. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bouton réservé d'une fiche produit,
Vous arrivez directement chez le prestataire via le lien de commercialisation qu'il nous a renseigné. Donc je disais jeune plateforme parce qu'elle est sortie en juillet 2021, pleine période de Covid, et c'est une initiative qui est portée par la région Grand Est, et c'est l'ART, donc l'Agence régionale du tourisme, qui a développé le site. Alors, un point important dans ce nouveau dispositif, c'est une initiative régionale, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu travailler avec l'existant sur le territoire et associer les partenaires du territoire. Donc on a eu l'appui de Grand Innov Plus, c'est l'agence d'innovation de la région Grand Est, et des acteurs du territoire. Les objectifs majeurs, donc on a 4 grands objectifs. Alors le premier, c'est de booster le chiffre d'affaires des prestataires du Grand Est. Et ce projet, il était dans les cartons, enfin pas dans les cartons, on y travaillait depuis plusieurs mois quand le Covid est arrivé. Et heureusement, parce que ça nous a permis de pouvoir, on va dire, soutenir très rapidement les acteurs du territoire. Donc le dispositif est totalement gratuit, il n'y a aucune commission pour les prestataires et on leur envoie vraiment un trafic qualifié, ça leur permet d'acquérir de nouvelles clientèles. Donc deuxième objectif, promouvoir l'offre de la région. Le Grand Est était une nouvelle région, donc besoin aussi de construire son image avec le regroupement de l'Alsace, de la Lorraine, de la Champagne, de l'Ardenne. Troisième objectif, exploiter la data pour piloter nos décisions, alors qu'elles soient stratégiques, marketing et technologiques. Là, il y a Nicolas qui intervient en même temps sur un autre atelier sur les questions de data et le monitoring des destinations. Ça, c'est pareil, c'est vraiment au cœur de notre démarche. On ne fait rien sans analyser les résultats de ce qu'on a mené. Donc tout le site est monitoré, toutes nos actions marketing sont monitorées, on fait de l'A/B testing et on tire vraiment les enseignements de ce qui marche. De ce qui ne marche pas, comme tu disais Sandrine, on a aussi le droit de se tromper, on teste des dispositifs, mais nous on a vraiment ça chevillé au corps, on a sans arrêt envie de tester des choses et d'analyser les résultats. Et puis le quatrième point, c'était accélérer la transformation numérique des acteurs. On sait que dans le tourisme, certains acteurs, les hôteliers, eux, sont vraiment, c'est des sujets ils maîtrisent. Mais au niveau des activités ou des restaurateurs, ça peut être plus compliqué pour eux de se digitaliser. Donc l'un des critères pour s'inscrire sur Explore, c'est de commercialiser son offre, donc de la vendre en ligne. Et même si au début, pour certains acteurs, ils trouvaient ça un peu difficile, en fait, pour certains musées, cet argument sur Explore a permis de pouvoir débloquer aussi une petite ligne budgétaire. Et pendant le Covid, il y a aussi beaucoup de territoires qui ont accompagné leurs acteurs à se digitaliser. Peut-être juste à ce stade-là, pour bien préciser pour tout le monde, la position du site Explore Grand Est, c'est vraiment une plateforme qui référence des offres. Et c'est, je pense, lié aussi à la nouvelle région et à l'existence aussi des destinations infra qui étaient dessous, que ce soit les Vosges, soit l'Alsace, etc. L'idée de ne pas refaire un site de destination comme ça peut être fait sur l'Occitanie, par exemple. L'Occitanie, qui est une nouvelle région, a supplanté finalement le site Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Ça aurait pu être un choix, ce n'est pas ce choix-là qui a été fait. Le choix a été d'orienter sur un site qui référence des offres, qui reprend les codes du e-commerce et qui est par contre dans une approche totalement... il n'y a que l'institutionnel qui peut faire ça, parce que vous faites tout le boulot d'un OTA, mais à la fin, non, réserve en direct et on ne prend pas de commission. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reprend tous les codes du e-commerce et vous présentez la région par l'offre produit, et j'ai envie de dire presque uniquement par l'offre produit, avec plein d'angles, mais uniquement par l'offre produit. Il n'y a pas d'une présentation générale de la destination. Vous l'avez, mais elle est toujours au service de l'offre produit. C'est vraiment la particularité du site. C'est juste pour clarifier, parce que c'est sur les sites de l'ensemble des régions de France, c'est le seul site qui est vraiment qui a ce positionnement-là, en fait. Voilà. Oui, exactement. Donc tu spoil mon slide. Pardon. Non, c'est juste là. Non, mais c'est effectivement ça. On est rentré par l'offre du territoire. Ça permet aussi de monitorer l'offre du territoire et c'est vraiment un élément différenciant pour nous.
Donc, comme ce que Sandrine a pu mettre en place, on est sur une approche centrée client. On a mis en place une stratégie spécifique pour pouvoir répondre à ces 4 objectifs majeurs. Alors, ça passe bien entendu, c'est un peu... ça paraît presque normal de le dire, mais bon, par une expérience utilisateur optimisée, avec une navigation simple et fluide. On accompagne les prestataires dans le marketing de leurs offres. Ça, je vous le détaillerai un peu plus en détail après, parce que c'est aussi les offres. C'est le cœur du réacteur sur Explore, donc c'est vraiment un point extrêmement important pour nous. Développer un site performant et évolutif. On est toujours à l'affût des dernières technologies. Sur le site, par exemple, vous avez un moteur de recherche, Algolia, qui nous permet de pouvoir stocker aussi les recherches des internautes sur le site. Donc toujours collecter de la data, l'analyser pour toujours mieux répondre aux demandes des clientèles. Et la cartographie, je me suis perdue, la cartographie dynamique aussi, où quand on fait des recherches, on peut, en bougeant la carte, en recentrant sur certaines zones du territoire, on a les résultats à côté qui s'affichent automatiquement en fonction de la zone géographique que l'on consulte. Et s'inscrire, ça je le disais avant, dans une démarche data-driven et d'amélioration continue. C'est pas parce que ça marche qu'il faut rester sur ce qu'on a mis en place. Voilà, c'est toujours chercher à aller plus loin. Donc la stratégie éditoriale, elle est au service des offres, comme tu le disais Mathieu. On ne va pas produire de contenu sur Explore si en face on n'a pas un certain volume d'offres à mettre en avant. Donc je vous montrerai avec quelques exemples de pages. Et on produit 2 grands types de contenus sur Explore, donc des fiches produits, avec vraiment des contenus très spécifiques, très structurés, et des contenus éditorialisés, alors avec soit des listings produits ou des pages plus expérientielles. Donc toujours le partenariat. On a développé un travail avec les partenaires qui souhaitaient s'inscrire à nos côtés. Donc le tout premier, c'était Meuse Attractivité. Et un partenariat très très intéressant. Eux, ils poussent la solution Eloa auprès de leurs acteurs du territoire. Et en fait, ils ont voulu aller plus loin dans l'accompagnement de leurs prestataires. C'est-à-dire qu'ils ont accès à notre back-office, à la plateforme de collecte qui est développée sous WordPress. Et donc, ils vont sensibiliser leurs acteurs du territoire, soit les accompagner sur Eloa ou des acteurs déjà commercialisés en ligne, avec d'autres solutions. Parce que ça, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, sur Explore, en fait, il n'y a aucune barrière technologique. On accepte toutes les solutions de commercialisation, quelles qu'elles soient, puisqu'en fait, on fait un lien vers le lien de commercialisation du prestataire. Donc, Meuse Attractivité sollicite ses prestataires, les accompagne dans le marketing de leurs offres, donc on travaille ensemble sur la charte, la ligne éditoriale, et ça permet un boost de visibilité aux prestataires de la Meuse, puisqu'ils sont sur le site de la Meuse, mais en même temps, ils sont sur Explore Grand Est. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour nos amis de Meuse Attractivité, c'est tout bénéfice pour les prestataires, pour le territoire, et on mutualise vraiment nos forces. Voilà. On travaille vraiment en proximité avec le territoire. Et puis on s'appuie sur des indicateurs SEO bien sûr, mais aussi business, puisque notre objectif c'est d'atteindre le premier objectif, de booster le chiffre d'affaires des prestataires. Puis il y a le logo de la CRMA aussi, donc là je fais vite une petite parenthèse, mais eux c'est dispositifs différents, donc Chambre régionale des métiers de l'artisanat. C'est vraiment l'accompagnement des artisans d'art en Grand Est. Donc les artisans d'art proposent des stages extrêmement poussés, très immersifs, le travail du verre, on peut monter son violon, enfin vraiment des trucs extrêmement intéressants. Eux, ils voulaient pouvoir commercialiser ces offres, mais leur métier, c'est pas la commercialisation. Leur métier, c'est connaître les métiers d'art, bien accompagner leurs artisans. Donc en fait, pareil, ils ont un accès au back-office, ils sont sur le terrain, ils accompagnent leurs artisans à déposer leurs offres, et ensuite, ensemble, on assure la promotion de toutes ces offres. Alors, le process de production. Au niveau de l'organisation de la production éditoriale, on a mis en place des comités éditoriaux, on a bien sûr un planning éditorial qui est travaillé sous Airtable, un outil collaboratif qui nous permet vraiment d'associer toutes les ressources au sein de l'agence. La collègue qui est attachée de presse, la collègue qui est community manager, on a la chance d'avoir un photographe en interne.
Voilà, donc ça permet d'associer tout le monde autour d'un outil hyper pratique et on a défini une charte éditoriale. Et nous, on fait exactement comme vous, on prend les collaborateurs de l'agence pour faire figurant sur ça. Je crois que voilà, on ne déroge pas à la règle. Et on a développé également des versions étrangères, donc 4 versions étrangères, anglais, allemand, néerlandais, italien. On produit actuellement environ une centaine de nouvelles pages par mois. On a à peu près 85% qui sont des fiches produits, donc des offres, et on a à peu près 15%, 15 pages, de contenu éditorialisé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui sur Explore, on a un volume vraiment conséquent de pages. On est à plus de 2300 offres déposées depuis bientôt 2 ans. Et on a ce souci effectivement de comment gérer une traduction pour un volume pareil, avec des offres que l'on met à jour fréquemment, en fonction de la saisonnalité. Donc on a installé l'outil DeepL, qui vraiment, lui, c'est automatique, c'est qualitatif. Et sur des pages par contre éditorialisées, où là il y a vraiment un enjeu, des pages stratégiques, on fait appel à des traducteurs natifs. On a développé un design system. Voilà, alors c'est un mot un peu barbare, mais vous avez les captures pour illustrer à quoi ça correspond. Ça nous permet vraiment de structurer la construction des nouvelles pages. Donc en fait, c'est un système de blocs. On a mis en place un système de blocs où on va pouvoir aller piocher dans les modèles que l'on a pour créer des pages qui répondent vraiment à nos besoins éditoriaux. Directement dans le CMS, du coup, c'est ça, Oui, c'est ça, directement dans WordPress. Donc on a vraiment tous les non, on n'a pas tous les modèles, mais on a vraiment travaillé quel type de bloc on aurait besoin, et c'est très simple. On glisse les blocs, on remplit le contenu, donc ça nous permet d'avoir une architecture de contenu qui répond à l'expérience utilisateur, parce que on va pouvoir guider l'internaute pour aller trouver l'offre ou l'expérience ou le contenu qu'il recherche. Et ça nous permet aussi de travailler notre référencement naturel. Ça permet de pouvoir développer aussi des contenus à l'infini. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, on a encore pas mal de marge devant nous. Et on travaille les maquettes pour les pages, vraiment les pages, on va dire, les pages majeures, stratégiques. Donc on travaille sous XD, où on monte les pages pour avoir vraiment ce rendu avant d'intégrer les pages dans le site. Alors ça peut paraître une perte de temps parce qu'on les monte d'abord en maquette et après on les intègre, mais en fait c'est essentiel aussi dans notre process de production, parce que notre webmaster, quand on a validé la maquette, il se pose plus de questions. Il sait exactement ce qu'il doit faire et on sait aussi quel résultat est attendu. Donc là, vous avez quelques exemples de templates alors, sur mesure, puisqu'en fonction des besoins, on les agence vraiment librement. Donc on peut avoir des pages listing de blog, où quand on clique, on va vers les articles. Alors avec l'Alsace, là, on a ce qu'on appelle un hub. Alors on parlait hier dans les ateliers SEO des cocons sémantiques. Donc là, c'est vraiment l'exemple pour nous où on a notre carrefour. Pour nous, les hubs, c'est des carrefours. Donc on a l'Alsace et tout de suite, tout en haut, on a d'autres pages, des pages où on va avoir une information plus fine, avec par exemple une page sur la ville de Colmar, la ville de Strasbourg, une page sur la route des vins d'Alsace, une page sur les petits villages pittoresques d'Alsace. Donc on arrive vraiment par ce biais à pouvoir aiguiller les utilisateurs. Donc là, vous avez la home page où on a bien sûr quand même des contenus pour promouvoir nos destinations, mais toujours des pages avec de l'offre associée. Peut-être autre particularité aussi, si vous cherchez le SIT ou une base de données, en fait là, il n'y en a pas. Il n'y a que du contenu éditorial sur Explore Grand Est. Alors, il n'y a que du contenu éditorial, alors pour déjà une raison technique, c'est-à-dire qu'un SIT, c'est une fiche par prestataire. Ouais. Nous, on a besoin d'une fiche par offre. Voilà. Pareil. Par contre, on s'appuie sur les SIT, par exemple, quand on va contacter les prestataires, on s'appuie sur le SIT. C'est dommage, j'ai pas mis une page, mais on a fait une page, par exemple, sur les marchés de Noël en Grand Est, où là, par contre, on a sollicité tout le réseau des SIT Grand Est en leur disant, voilà, on va sortir cette page-là, parce que là, l'objectif, c'était vraiment de montrer la diversité, la multitude de marchés de Noël. Et là, par contre, on n'a pas poussé des offres derrière parce qu'un marché, c'est gratuit. Un marché, on ne réserve pas pour aller voir un marché.
Mais sur des thématiques vraiment fortes et très identitaires pour le territoire, on s'appuie dessus. Mais c'est un point important de dire, quand tu as dit on ne référence pas des prestataires, on référence des offres, on référence une offre ou plusieurs offres du prestataire. C'est peut-être important de le préciser parce qu'en fait, effectivement, on n'a pas l'affiche d'un hôtel qui présenterait un hôtel. On a l'affiche d'une nuit romantique à tel endroit, et éventuellement dans telle chambre. C'est ça en fait que vous exactement proposez. Ça. Voilà. Donc c'est important à préciser parce que vous référencez des offres de ce type-là. Enfin, après, il y a plein d'autres exemples à donner, j'imagine, mais voilà. Et ça oblige aussi le prestataire à fournir le lien de réservation vers cette offre-là, pas juste la page d'accueil de son moteur de résa et vas-y, réserve la chambre que tu veux. Voilà. C'est tout à fait ça. T'as bien compris. C'est un point important, je pense. Ouais. Justement, l'offre, voilà. Autre point essentiel pour nous. Excuse-moi, Laurent, je ne veux pas te déstabiliser, donc pardon, je me tais après. Non, mais c'est bien. En fait, c'est mon enchaînement, comme ça, c'est parfait. Au niveau du marketing des offres, donc pour nous, c'est aussi une des clés de réussite du projet. Alors, on a mis en place plusieurs outils ou plusieurs étapes pour accompagner les prestataires dans le marketing de leurs offres. Donc, quand nous, on parle marketing de l'offre, on est vraiment sur comment décrire l'offre de la meilleure façon possible pour que quand un internaute, quand un utilisateur arrive sur la fiche produit, il ait un maximum d'informations, qu'ils ne se disent pas, ah, mince, mais qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qui n'est pas compris. Voilà, il y a 3 points forts, il y a effectivement ça comprend, ça ne comprend pas. Les informations pratiques, ça en matière de référencement, c'est essentiel. On a des fiches produits qui remontent en position 0 devant le site du prestataire. Voilà, parce qu'on travaille des éléments clés sur la fiche produit qui participent déjà à optimiser le taux de conversion et à développer le référencement. Donc la plateforme de collecte, c'est le prestataire qui définit son offre et qui vous donne le premier niveau en back-office, du coup. Enfin, c'est une plateforme de collecte. Ça m'a fait penser, moi, à Airbnb Experience, en fait. Je pense que vous êtes peut-être inspiré ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la même démarche de dire je te propose cette offre-là, je remplis les cases, c'est du formulaire, je remplis. Et vous, après, vous retravaillez avec le prestataire sur la base du premier niveau de contenu qu'il vous envoyait. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc là, vous avez un exemple de la plateforme de collecte avec quelques slides. En fait, c'est comme le site. On veut que la plateforme de collecte, on veut que les prestataires déposent leurs offres. Eux, ils ont autre chose à faire que de remplir pour la énième fois leurs informations. Donc, on a mis en place un process hyper simple, fluide, beaucoup de cases à cocher. Ils arrivent, voilà, votre offre, c'est quoi ? De l'hébergement, une activité ? Parce qu'on a 4 typologies d'offres sur Explore Grand Est. Les activités, les hébergements, les restaurants et les idées séjours. Chaque typologie d'offre a forcément des critères parce qu'on a une catégorisation extrêmement fine par rapport aux cibles, par rapport au type de produit, par rapport à la situation géographique. Donc chaque type d'offre a vraiment des critères très spécifiques. Donc on les accompagne aussi avec un panneau d'aide où on les conseille sur la meilleure façon de d'écrire leur offre. Et quand on dit sur mesure, c'est-à-dire qu'un prestataire qui est vraiment à l'aise avec les questions de commercialisation, il peut aller jusqu'au bout du dépôt de son offre. Donc il peut mettre son texte descriptif, il nous le soumet, on le valide, on lui envoie le bon à publier. Il peut même la prévisualiser exactement comme elle sera en ligne. Par contre, un prestataire qui, lui, ne maîtrise pas, il ne sait pas exactement comment bien rédiger le texte descriptif de son offre, il peut nous dire, voilà, moi je souhaite que vous me rédigez le texte. Comme on a son lien de commercialisation, on sait de quoi on doit parler, si on a besoin, on le recontacte, et on lui envoie le bon à publier. Alors là, ça, il faut quand même dire, c'est beaucoup d'énergie pour nous. Il y a des collaborateurs en interne, mais on est aussi soutenu. Alors pour la production éditoriale au sens large aussi, on est soutenu, on a plusieurs prestataires. On a les compteurs par exemple qui sont ici, qui nous accompagnent sur la production de contenu. Mais on a fait un marché avec des lots multi-attributaires parce que pour gérer ce volume-là, on est obligé, même si on a des compétences en interne, et parce qu'on veut garder cette qualité au niveau du contenu, cette proximité avec le territoire, pour que quand on parle de quelque chose, on sait exactement de quoi on parle, et tout ce qui est référencement naturel, pour qu'on ait des contenus qui performent.
Combien de rédacteurs externes, du coup, globalement? Alors, aujourd'hui, on est à quasiment 900 prestataires. Là, dans le bilan, à la fin, on était à 750 Non, mais de prestataires. sous-traitance. On en a 3. D'accord. Ouais. Sous-traitance en rédaction externe en dehors de vos équipes, en fait. Ouais, 3, d'accord. Oui, 950, ça fait beaucoup. Oui, je me disais, là, quand même, ça fait beaucoup. C'est clair. On a développé aussi des connexions via widget ou API. Donc là, l'objectif, oui, quand on doit produire en masse et justement quand les prestataires sont déjà inscrits sur certaines solutions de commercialisation, c'est un peu dommage d'avoir à ressaisir encore une fois ces offres. Donc là, on a mis en place une connexion via API avec Région d'eau. On l'a sorti il y a 2 mois. Donc ça permet aux prestataires, en se connectant très simplement sur Explore Grand Est, de déjà pré-remplir son offre. Alors, question de qualité, on garde toujours la main sur le descriptif du produit et sur quelques champs essentiels, les photos. Voilà, parce qu'on sait ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein, et encore une fois, nous, on est extrêmement vigilants. Donc, s'il y a besoin de rajouter des photos, s'il y a besoin de revoir le texte descriptif, on échange avec le prestataire, mais sur des champs, on va dire, ou sur un contenu mineur. Lui, au moins, juste avec sa connexion, il aura déversé toutes ces infos dans la plateforme de collecte. L'accompagnement des prestataires, le tableau de bord de suivi des performances, c'est pareil. On s'astreint, nous, à analyser nos actions. Les prestataires, on travaille en totale transparence avec eux. Ça veut dire qu'ils ont dans leur espace pro, en temps réel, les statistiques des performances de chacune de leurs offres. Donc ils ont une courbe, cette offre, en fonction des périodes de l'année, combien j'ai eu de vues de mon offre, combien j'ai eu de clics sur le CTA, sur le bouton réservé de ma fiche produit, combien j'ai eu de clics sur le numéro de téléphone de mon établissement, combien j'ai eu de clics sur le site internet de mon établissement. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important pour eux parce qu'ils peuvent aussi se dire, voilà, moi, mon offre, elle a eu beaucoup de vues, par contre, personne ne clique dessus. Donc, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et ça, on y tient, cette transparence avec le territoire. Et puis, de la communication B2B, bien sûr, pour les accompagner sur le sujet de la commercialisation. Alors, Airtable, voilà, ça, c'est notre outil central pour la gestion de la production des contenus. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Airtable, qui utilisent déjà Airtable. Ah, voilà, il y en a. Voilà. Et Arnaud, on en parlait tout à l'heure, c'est marrant parce qu'il utilise aussi Airtable, mais d'une façon radicalement différente de la nôtre. En fait, Airtable est un outil extrêmement puissant qui permet de stocker des données. Donc nous, on va l'utiliser vraiment pour gérer tout ce qui tourne autour de la production sur Explore Grand Est. Donc ça veut dire qu'il est connecté au back-office de la plateforme de collecte. Donc en temps réel, là c'est la grande capture, on a le listing de toutes les infos. On a notre catalogue d'offres en fait. On peut après faire un export Excel. Donc on a vraiment toutes les informations concernant nos offres. Parce que Airtable permet de stocker du texte, mais il permet aussi de stocker des photos, il permet de stocker des PDF, il permet de mettre des dates. Donc mise à jour de contenu, si une offre, si la période de validité de l'offre s'arrête fin 2022, nous on peut mettre des alertes. C'est un outil aussi qui a un mode collaboratif extrêmement poussé. Donc on s'en sert pour notre planning éditorial. Donc on a une vue master alors qui est assez gigantesque et qui peut faire peur. Mais en fait, chaque collaborateur de l'agence qui va contribuer à la production de contenu, on lui crée des vues. C'est-à-dire que notre collègue attachée de presse, elle a sa vue attachée de presse et quand elle va sur sa vue, elle ne voit que les informations qui la concernent elle par rapport à ses missions. Mais elle peut accéder à tout le reste de l'information. Pareil, notre collègue photographe, dès qu'on décide de développer une page, on peut lui cocher la petite case « besoin de photos ». Lui, il est immédiatement informé qu'on a besoin de photos sur cette thématique. Donc quand il prépare ses reportages photos, par exemple, il suffit qu'il aille sur Airtable et qu'il consulte les besoins que l'on a. Voilà, c'est vraiment un outil... C'est l'outil structurant en fait, de l'organisation interne que vous avez pour le suivi, la production des contenus, les mises à jour, la to-do list affectée à chacun, le suivi, la punition pour celui qui n'est pas dans les délais. C'est ça en fait. Ah mais exactement, ça nous permet aussi d'établir nos stats. Grâce à Airtable, on sait combien on a d'offres sur tel typologie. Enfin, on peut aller assez loin sur tel territoire aussi. C'est-à-dire, voilà, ça nous permet de faire des stats.
Et c'est aussi sous Airtable qu'on gère en fait le listing des pages développées sur Explore. Parce que quand on commence à avoir plusieurs centaines de pages, parce que quand on multiplie aussi par les langues, c'est assez compliqué. Et du coup, ça nous permet d'échanger avec les traducteurs également. La stratégie de diffusion, donc les contenus sont en majorité produits pour la plateforme Explore Grand Est. Donc ça permet de promouvoir les destinations, promouvoir nos thématiques filières, de proposer des contenus expérientiels, de servir nos campagnes commerciales. Mais bien sûr, ils servent aussi pour les réseaux sociaux et la GRC. Là, on est vraiment en train de refondre nos stratégies. Donc, les contenus d'Explore sont vraiment de la matière essentielle. Et puis, nous aussi, on a développé une marque blanche, voilà, avec un premier département testeur, l'Aube, qui vient de le mettre en ligne sur son site. Là, c'est pareil, on fédère, on mutualise nos moyens. Au niveau de l'Aube, ils n'ont pas forcément la possibilité de faire remonter des offres commercialisées en ligne sur leur site. Donc, ils ont utilisé notre widget, ils l'ont installé sur leur site et ils peuvent mener comme ça des campagnes commerciales sur leur site. Donc pareil, eux mettent leur effort humain et financier sur la sensibilisation des prestataires, l'accompagnement. Et puis nous, en matière de référencement, c'est super bien aussi parce que ça nous fait des backlinks. Donc voilà. Forcément. Et on a d'autres sites, on a aussi avec Visite Alsace, avec Tourisme Lorraine, donc ça, on l'a vraiment déployé. Et la dernière partie, le suivi et le monitoring. Donc notre premier indicateur, ça va être le catalogue d'offres. Donc là, c'était les données, on vient de sortir le bilan 2022. C'est colossal quand même, hein. 2000 offres, ça fait vraiment beaucoup quand même. On en avait 500 à l'ouverture, donc on était à plus de 400% d'augmentation fin décembre. 750 prestataires, 4 typologies d'offres, ça je vous l'ai dit. Les activités en tête, les hébergements, les idées séjours. Et les restaurants. Alors, on a une centaine de restaurants. Alors, c'est des offres très variées. On peut dire 100, c'est pas beaucoup, mais ça va aussi bien de la Vinchtube jusqu'aux restaurants étoilés. On a une offre très variée. Et il faut savoir que nos idées séjours, on a beaucoup d'idées séjours sur la thématique gastronomie. Donc, en fait, même si on peut se dire il y a peu d'offres de restauration, elles sont en fait incluses aussi dans Et combien de chiffres d'affaires alors, Laurence, j'ai envie de te dire? Non, bon, okay. Alors, nous, on ne parle pas de chiffre d'affaires, nous, on parle d'intention d'achat. Parce qu'en fait, chaque fois qu'un utilisateur clique sur le bouton réservé d'une fiche produit, ça incrémente notre calcul d'intention d'achat. Donc, on va dire c'est l'entrée du tunnel de conversion des clientèles. Et là, en 2022, on était à plus de 22 millions d'intentions d'achat. Comment tu calcules ça, du coup? Chaque fois, notre back-office, tout est traqué. Donc, chaque fois qu'il y a un clic sur le bouton réservé, je consulte un resto à 15 €. Le bouton réservé, le nombre de clics sur le bouton réservé, ok. Voilà. Et donc, ensuite, mes 15 € s'ajoutent aux intentions d'achat que j'ai déjà cumulées. Mais il n'y en a pas 100% des clics qui génèrent, enfin, si tu multiplies le nombre de clics par le prix de l'offre, 15 € si c'est, voilà, ou 150 € si c'est une nuit en hôtel romantique, tu multiplies pas le nombre de clics fois 150 € pour avoir ça, parce que tout ne va pas transformer en fait. On sait qu'il y a des clics qui ne vont pas transformer. Mais on parle d'intention d'achat, donc ce sont bien des intentionnistes. C'est pour ça qu'on ne parle pas de chiffre d'affaires. Okay. On est vraiment dans le haut du tunnel. Et on travaille avec Content Square pour analyser l'expérience utilisateur sur Explore Grand Est. Et ils nous ont sorti des données, enfin ils les affinent. Donc voilà, moi je ne peux pas communiquer aujourd'hui dessus, mais c'est des choses sur lesquelles on va communiquer prochainement pour justement nous comparer à d'autres sites nationaux, mais sur cette entrée du tunnel. C'est clair que nous, sur Explore, on a un taux de conversion qui est de 16%. Donc, c'est pas du tout... Voilà, mais conversion d'intention d'achat. Voilà, on précise à chaque fois. Ce sont des intentionnistes. Et puis, le référencement naturel. Donc, là, on est très content parce que ça porte aussi ses fruits. Et c'est pour nous le canal d'acquisition qui convertit le plus. On est à plus de 22% de taux de conversion d'intention d'achat. Avec le trafic organique, donc il a pris 10 points en un an.
Voilà, on parlait tout à l'heure des positions SEO et on a une forte progression en termes de visibilité naturelle sur Google. Et voilà. Merci Laurence. Mais de rien. Super démarche en tout cas, ouais. Alors on est un petit peu en retard, comme d'habitude, c'est presque une signature chez moi, je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui. Est-ce que, par contre, il y a quelqu'un au niveau du micro? C'est possible du coup, parce que je vais avoir du mal à... J'en ai là des micros, si vous voulez. Tiens. Prendre celui-là. Ah, c'est bon, tu l'as? Donc Audrey de l'agence Meuse Attractivité. Moi, je voulais rebondir sur l'intervention de Laurence. On a été très contents d'être un des premiers partenaires. Ça nous a donné beaucoup de visibilité par rapport à cette grande région où la Meuse est très petite. Oui. Donc, côté de l'Alsace, c'est un petit peu compliqué de... Voilà. Okay. C'est ça. Et le fait d'être présent dès le départ, ça nous a permis de faire remonter beaucoup d'offres, à tel point que d'autres départements nous ont dit « Et vous, pourquoi vous êtes présents et pas nous ?» On a saisi la perche. D'accord. Et il y a un effet d'entraînement maintenant, du coup. Ah oui, clairement. Ok, super. Parfait, merci. C'était plutôt pour vous féliciter, Laurence, en fait, hein, du coup. Donc, Laurence, bravo. On avait une question, je crois, qui était... j'ai vu une main qui se levait. Voilà, oui, il me semblait. Merci. À nouveau, c'était juste sur le dernier point de taux de conversion. Donc, on a bien compris la différence entre le taux d'intention d'achat et le taux de conversion. À 16%, ça veut dire que vous arrivez vraiment à traquer, in fine, le revenu généré par les partenaires. Non, on reste sur le taux de conversion d'intention d'achat. Donc, entre le nombre de vues d'une fiche produit et le nombre de clics sur le bouton réservé. Donc, les 16%... C'est là où j'ai du mal à... 16% des gens qui ont vu la fiche produit ont cliqué sur le bouton réservé. D'accord, ça va. Ok, mais on n'arrive pas. Et sur ceux qui ont cliqué sur le bouton réservé, il faudrait mettre un taux de conversion hypothétique ou il faudrait mettre des marqueurs sur les moteurs de résa pour avoir vraiment la conversion. Mais je pense qu'on peut légitimement, sur un trafic comme ça, appliquer 10%, puisque c'est ce qu'on va retrouver sur les métamoteurs de type Google. Quand on clique sur le prix dans un comparateur de prix, globalement, Google, enfin en tout cas sur les activités, Google, c'était les chiffres de BookingKit, c'était 10%. 10% du trafic, donc ils ont choisi l'offre, ils ont cliqué sur le bouton réservé, et en fait, il y en a 10% qui... Voilà, donc vous pourriez mettre... c'est complètement à vue de nez, mais vous pourriez dire, globalement, on prend 10% des intentionnistes, enfin, voilà, et vous auriez quelque chose d'à peu près proche de la réalité, je pense, plus ou moins, mais de toute façon, c'est la limite du système, c'est de... Mais vous allez pouvoir mettre des marqueurs, je pense, sur certains outils. Oui, c'est vraiment le travail. En fait, c'est la suite du travail parce que Explore n'a pas 2 ans. Et c'est tout le travail avec les prestataires et les partenaires du territoire. C'est justement comment faire en sorte que les acteurs puissent identifier le trafic entrant, les canaux d'acquisition sur leur site. Certains, on leur pose la question, ne savent pas les identifier. D'autres sont très bien outillés et savent exactement nous dire. On en a quelques-uns qui nous disent mais on ne peut pas prendre ça comme étant une règle générale. Il faudra un panel un peu plus représentatif. Voilà, un panel plus large, mais par contre tous nous disent que c'est un trafic extrêmement qualifié, le temps passé sur les pages, le nombre de pages visitées. Et ceux qui arrivent à vraiment suivre jusqu'à l'acte d'achat nous disent qu'effectivement le canal d'acquisition Explore est un canal qui a un taux de conversion au moins équivalent à ce qu'ils ont de meilleur, voire parfois supérieur. Oui, ça correspond en plus surtout, j'ai travaillé pour l'Occitanie sur une émo sur la commercialisation, et quand on demande aux prestataires, notamment les prestataires d'hébergement, ce qu'ils veulent en termes de commercialisation, ils disent « amenez-moi du trafic qualifié sur mon site ». Donc c'est vrai que ça correspond complètement à ce qu'ils attendent. Par contre, il n'y a aucun modèle économique quasiment possible. Donc il faut quand même avoir faut quand même pouvoir se payer ce travail-là sans pouvoir dire je gagne de l'argent avec, alors que vous êtes très proche du métier de distributeur, enfin pas grand-chose, si, il manque une petite partie, mais il manque la partie techno, mais vous pourriez, voilà. Bon. Voilà pour la réponse à la question. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Ok, bah oui. Alors, voilà, merci. 2 questions? Non, il y a 3. Je vais me faire disputer. Bonjour,
Écoutez, je suis dans un office du tourisme avec un budget proche de 0 et je suis seule pour tout le service communication. Ah. Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez des solutions pour moi, parce que je ne me suis pas du tout retrouvée. Mutualiser. En fait, là, dans tout ce que vous avez dit, c'est impossible pour moi. Ah bah non, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. donc je dois faire photo, vidéo, community management, print et presse. C'est impossible. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? On n'a pas le budget. Donc, Mutualiser à l'échelon supérieur. Je vois que ça. Je veux dire, Oui. là, spontanément, je vois que ça, c'est impossible. Personne ne peut faire tourner une usine tout seul. Personne peut. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Alors, on essaie, mais c'est vrai que... Ah ouais, c'est compliqué. C'est vrai que j'aurais aimé avoir des conseils, je sais pas, de votre part. C'est ce que j'ai attendu. Peut-être spontanément de... Excusez-moi. Peut-être spontanément, du coup, effectivement, mutualiser avec, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais avec l'ADT, ou essayer peut-être mutualiser dans le sens inverse, avec des professionnels, peut-être qui sont un peu plus ouverts aussi à coproduire avec vous, à participer avec vous, ou avec des habitants, peut-être des ambassadeurs, ou voir sur le terrain s'il y a peut-être des gens motivés qui ont envie de parler. Je ne sais pas où vous habitez, mais des fois, il y a des gens qui ont envie aussi de participer, de se... Oui, tu as raison, c'est exactement ça. D'accord, voilà. Donc voilà. Mais peut-être l'ADT. aussi Je sais que nous, on essaye de travailler aussi beaucoup en collaboration avec nos autres. On avait l'exemple de la Creuse sur un autre atelier aussi, où du coup, globalement, en fait, le site de la destination est le site de l'office de tourisme, et vous participez à alimenter plusieurs pages du site d'une destination. Mais vaut mieux avoir de la visibilité sur un site de ce type-là que d'essayer de tout faire tout seul et d'avoir finalement moins d'impact, en fait. Oui, voilà, oui, on se donne à fond, mais oui, c'est vrai que c'est pas simple. Ouais, je comprends. Bon, ben merci. Et une dernière question. Oui, voilà. Et on vous libère. Vous avez le droit de partir aussi si vraiment vous voulez partir. On ne sera pas vexé. Bonjour, déjà merci pour vos témoignages. Moi j'ai une question pour Sandrine. Il y a plusieurs personnes qui participent à la production de contenu, qui ne sont pas des pros, qui ont été formés, mais ce n'est pas leur métier. Est-ce que vous avez des workflows, des systèmes de validation avant, après publication, qui intègrent, comment faites-vous pour garder une cohérence dans votre contenu ? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'accompagnement, surtout en amont, beaucoup, et il y a des relectures. Voilà, il y a eu des formations de l'accompagnement, des relectures, et relecture finale par notre directeur marketing, du coup, avant mise en ligne. Après, qu'il y ait une diversité on a une charte éditoriale et une ligne éditoriale qui pose les principes de base. Savoir, voilà, il faut utiliser tel ton, il faut... Après, sur les styles d'écriture, en fait, toutes nos pages, elles sont signées. On a la personne, on a la photo de la personne qui parle avec son nom, sa fonction dans l'entreprise et ses centres d'intérêt. Et en fait, Nicolas ne va pas parler comme Géraldine, ce qui est normal. Et en fait, nous, on s'est dit, c'est un parti pris, on ne va pas homogénéiser l'ensemble de nos contenus. Ils ont tous une personnalité différente et un style différent. Et bien, on laisse comme ça et on ne va pas tout homogénéiser. Par contre, il y a la charte et la ligne éditoriale. C'est pour ça que je vous disais, les outils de base, ils sont très importants. L'ADN, la stratégie marketing et la charte éditoriale, parce que ça doit être nos points de référence et pour avoir quand même un message commun et unique. Et opérationnellement, je pense les modèles de page aussi qui cadrent les volumes de contenu par bloc, etc. Ouais, on a bien fait des gabarits. En fait, on a fait un guide du rédacteur où sur chaque type de page, on a les tops, les pages reportages, chaque gabarit, avec dedans, le titre, il doit tenir tant, la méta doit tenir tant, voilà, le chapeau, le micro-contenu, tout était bien détaillé pour vraiment les accompagner au maximum. Et au début, ça a été quand même beaucoup de temps à passer avec eux, parce que voilà, quand c'est pas ton métier, c'est pas évident, puis on a un peu peur, faut se lancer, et il y a eu les formations qui nous ont beaucoup aidés aussi. Merci. Bon, merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Merci.
Et on reste disponible si vous avez encore des questions pour nos intervenants. Enfin, et vous restez encore un petit peu. Voilà, donc vous pouvez les interroger directement. Merci à vous.